tu veux qu'on introduise, on dit bah voilà, on est là, machin, et après on dit bah pourquoi? Ou Ok. non, n'importe. Ok, dans ce cas-là, c'est toi qui lance. Ok. On a passé des mois à consulter des experts pour préparer la mission Biosphère. Alors c'est barré, mais en même temps c'est tellement génial quoi. Notre objectif, c'est de vivre dans un écosystème autonome grâce au low-tech. Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité d'adaptation. Rien ne leur fait peur, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. C'est parti? C'est parti. Le futur high-tech qu'on nous propose ne nous fait pas rêver. Du coup, on s'est projeté en 2009 pour imaginer un futur durable et désirable dans lequel les humains vivent en symbiose avec les autres espèces vivantes et les éléments de la nature. En fait, ça fait 10 ans qu'on cherche partout autour du monde des innovations low-tech qui permettent de produire de l'eau, de l'énergie, de la nourriture ou recycler les déchets et de manière accessible et durable. Ce mode de vie, on va le tester pour de vrai pendant 4 mois dans le désert mexicain en suivant un protocole scientifique. Cette expérience, on l'a appelée Mission Biosphère. On va vous raconter comment tout ça a commencé. On a choisi de s'installer dans le désert mexicain pour ces conditions extrêmes. Les zones arides s'étendent et de nombreux humains devront y vivre dans le futur. Nous, on veut relever ce défi. Dans ce contexte climatique, nous sommes convaincus que les low-tech nous permettront de vivre mieux tout en ayant un impact positif sur la planète. Pour réussir à concevoir ce nouveau mode de vie, on s'est entouré d'experts. Avec eux, on a conçu et designé des systèmes de production low-tech efficaces, pouvant fonctionner en synergie dans un même écosystème. On a donc calculé nos besoins, cherché comment y répondre, sélectionné les meilleurs outils et prototypé notre habitat. On vous montre tout ça étape par étape. Lors de notre préparation pour vivre dans la biosphère au Mexique, on a commencé par se questionner sur notre alimentation. À deux, nous allons expérimenter un nouveau mode de vie plus sain, plus respectueux de la planète. Et pendant 4 mois, notre défi sera de manger équilibré, à notre faim, tout en produisant le maximum de choses nous-mêmes dans un petit espace. Au cours de ces dernières années, nous avons trouvé la nourriture low-tech par excellence, la spiruline. Elle ressemble à une algue, mais c'est une cyanobactérie vieille comme le monde et ultra nutritive. Elle se nourrit principalement de soleil, d'azote et de fer. Il existe plusieurs moyens de lui en apporter. Nous, on utilise la technique la plus low-tech, un mélange de notre urine pour l'azote et de jus de clou rouillé pour le fer. La spiruline n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour se développer et elle nous apporte un maximum de nutriments. Et pour optimiser notre production, on est parti échanger avec des spiruliniers professionnels. On a de la chance, Juliette et Dominique sont à côté de chez nous, tout proche de Concarneau. Alors je crois qu'on s'est un peu perdu. Ça se mange ça? Ah, attends, vaut mieux pas, on sait pas trop. Oh. C'est bon? Ah ouais. On a suivi la carte pour aller à la ferme de spiruline de Rospico, qui est juste à côté de Concarneau. Pour être sûr de notre coup, on a pas mal de questions à poser à Juliette. Bon, on s'y connaît un peu en spiruline quand même, parce qu'on en cultive sur le bateau depuis des années. Mais on a besoin d'un petit stage de perfectionnement. La spiruline, pour nous, c'est un truc qui va être vraiment vital dans notre régime alimentaire. Et souvent, je me trompe dans les chemins et après, Caro m'en veut. Tu peux dire un mot sur la spiruline? Je suis dans le mal là. Tiens, filme. Et on l'aime beaucoup la spiruline parce qu'elle est vieille de 3 milliards d'années. Et du coup, c'est comme un ancêtre. Donc ça va être très intéressant pour nous pour toute cette reconnexion avec elle et avec le passé, et le présent et le futur. La spiruline est une microalgue. En fait, c'est une cyanobactérie, une bactérie qui fait la photosynthèse, ce qui explique que les bassins soient verts à ce point. Hein. Elle contient beaucoup de chlorophylle. Elle pousse à l'état naturel dans les régions chaudes du globe. Et là où elle pousse, les populations locales la consomment depuis l'Antiquité. Elle a déjà beaucoup de protéines, beaucoup de fer, de minéraux et d'oligo-éléments, du fer, mais pas que. Voilà, et l'ensemble fait qu'on parle d'un super aliment. La spiruline, pour pousser, pour se développer, besoin de peu de choses finalement, hein, surtout de soleil et de chaleur. C'est pour ça que c'est intéressant de l'amener sur un espace réduit comme la biosphère.
On a plein de petites questions techniques parce que je pense qu'il y a plein de trucs qu'on fait pas hyper bien et on pourrait optimiser la culture. Peut-être qu'il faudrait regarder du côté de la grandeur du bassin. Alors elle va faire 10 mètres par 80 cm avec 10 cm de profondeur. Oui, nous on a 15. Mais on pourrait mettre 15 ? Oui. Du coup on aura plus de litres. Je ne sais pas comment vous allez presser. Nous, depuis peu, on utilise en fait un taffetas et ça marche très bien vu que y a une pression sur le tissu, sur la spiruline et du coup sur le tissu en dessous, l'eau passe. En tout cas, plus elle est pressée et plus elle est agréable à manger. S'il reste beaucoup de milieux de culture, c'est bof quoi. Et elle a un pH de 10,5, il ne faut pas l'oublier. Vous n'allez pas monter le pH à 10,5 je pense. On sait pas, on mesure jamais le pH. C'est un truc que vous faites souvent. Ah oui, d'ailleurs il faut qu'on le fasse là. Oui, ah ouais, on travaille qu'au pH, on travaille au pH. Ah oui. On peut regarder Ouais. Et voilà. Et là on voit le pH monter, c'est le chiffre en haut. Et en bas on a la température de l'eau. Une bonne moyenne c'est 10,2. Du coup, quand tu as un pH plus élevé, tu la nourris au CO2 ou comment tu fais? Quand le pH est élevé comme là maintenant, on va lui donner du CO2 et les 4 heures de CO2 va faire baisser le pH de 0,1 point, tu vois, au lieu de 10,64, elle sera à 10,54. D'accord. Dans les grandes lignes, quoi. Parce qu'en fait, si elle monte au-delà de 11 de pH, là, ça craint pour elle, elle n'aime pas. Ah ouais 11, elle peut mourir. Oui, il faut le surveiller attentivement quand même. Ici, c'est artificiel, on reproduit artificiellement son biotope naturel. Est-ce que c'est nécessaire pour nous d'avoir un microscope? C'est quand même bien de pouvoir l'observer, ouais. Parce que t'en déduis quoi, par exemple? Eh ben, sur la santé, déjà, par exemple, tu peux voir s'il n'y a pas trop de spiruline cassée, si elle n'est pas trop en gnocchi, c'est-à-dire resserrée. Mais c'est aussi de pouvoir vérifier qu'on n'a pas de micro-organismes. Tu crois qu'en 15 jours, on peut avoir un truc prêt à récolter ou 3 semaines ou... Ça dépend de ce que vous allez mettre dedans au départ. Ah oui, et ça se trouve, on va arriver avec juste un bidon de 5 litres et dans ce cas-là, tu l'augmentes très progressivement. Voilà, il faut l'augmenter progressivement, ouais. Il faut essayer de faire un bassin à géométrie variable. Oui, ok. Et vous allez faire sécher comment? Alors nous, on va la manger fraîche. Ah oui, directement. Vous n'allez pas la faire sécher du tout. Je pense qu'on va la manger dans la journée, en fait. Ouais, ça va être notre ration en protéines. Alors le projet Biosphère, pour ce que j'en sais, déjà c'est complètement fou quoi. Hein. Ils vont dans un truc complètement délirant, mais qui risque de fonctionner. Hein. C'est ça qu'ils veulent expérimenter. Rien ne leur fait peur quoi. C'est ça que je trouve génial. Et en tout cas, s'il reste une question, il y aura toujours quelqu'un pour trouver une réponse. Il ne faudra pas hésiter. Moi, je vais vous donner les coordonnées. Comme les astronautes qui partent dans l'espace, ils ont une base. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Houston de Rospico. Cool. Merci beaucoup, ouais. Avec plaisir. À la spiruline de Rospico. À la biosphère, alors. C'est un peu dissoute depuis tout à l'heure. Pour nous, la spiruline était l'aliment phare de notre régime alimentaire. Mais il fallait ensuite qu'on calcule précisément le reste de nos besoins nutritifs pour éviter toute carence. Pour vivre, tout être humain a besoin de nutriments. Protéines, lipides, vitamines, minéraux et glucides. Pour connaître les besoins adaptés à nos profils, on a utilisé la grille des ANC, les apports nutritionnels conseillés. Ce sont des recommandations moyennes selon l'âge, le sexe et l'activité physique. Pour chaque nutriment, on a calculé le nombre de grammes nécessaires par jour et par personne. Ensuite, on est allé fouiller plein de bases de données pour savoir quels aliments pouvaient nous apporter ces nutriments. C'est comme ça qu'on a choisi nos low-tech alimentaires. On trouvera nos lipides et glucides dans les huiles, les céréales, comme le maïs ou le riz, ou dans les légumineuses, comme les haricots secs, les lentilles ou les pois chiches. La production de ces aliments en plein désert n'a pas d'intérêt, car ils se transportent et se conservent facilement. Du coup, on fera appel à des agriculteurs bio sur place, au Mexique. Pour que ça reste accessible, on fixe le budget de ces intrants à 1 € par jour et par personne. Et nous pourrons les stocker pour toute la durée de l'expérience. Pour le reste, protéines, vitamines et minéraux, nous comptons sur la production low-tech d'aliments. Nous devrons pouvoir les produire localement dans la biosphère avec le moins de ressources possible. Nous aurons un élevage de grillons, un bassin de spiruline et des légumes-feuilles qui pousseront en culture hors sol.
Nous aurons aussi des champignons qui apporteront un peu de tous les nutriments, mais surtout du goût et du plaisir. Pour s'assurer que notre mode de vie futuriste et l'alimentation qui en découle sont bénéfiques pour notre santé, on a appelé Anthony Berthoud. Il est nutritionniste et suit nos aventures low-tech depuis longtemps. Bah alors nous, on a passé l'été un peu à courir à droite à gauche, à préparer la mission Biosphère du coup. Et puis on a fait quand même des essais, tu vois, de briques de l'écosystème qui nous paraît super. Mais maintenant, il va falloir le mettre à l'épreuve et le tester pendant ces 4 mois dans le désert. Là, pour le coup, ce qui va nous intéresser, c'est la masse maigre, la masse musculaire, pour vérifier que vous n'ayez pas de fonte musculaire. Ça veut dire que soit vous mangez pas assez dans l'absolu, c'est-à-dire que si vous dépensez plus d'énergie que vous n'en apportez, vous maigrirez. C'est juste que dans des situations extrêmes, c'est ce qui peut arriver parfois. Et c'est ça qu'il faut surveiller de près. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait éventuellement identifier, comme par exemple, je sais pas, les paupières qui clignotent ou ce genre de choses? T'as souvent les paupières qui clignotent? On appelle ça des fasciculations. Une fasciculation. Autant pour moi. Beaucoup plus classe. Les fasciculations, en général, ça c'est plus lié au magnésium. Après, vu la qualité de ce que vous allez manger, je pense que normalement vous devriez être bien. Après, déjà, ça va être effectivement votre fatigue générale ou votre forme, au contraire. Au niveau de ce qu'on appelle les fanères, tout ce qui est peau, cheveux, ongles, une détérioration importante dans un sens ou dans un autre, ça peut être des signes d'alerte, quoi, si tu veux. Après, je vais vous demander tout ce que vous mangez en ultra détaillé, votre mode de vie, sur votre activité physique. Plus on les corrèle aux prises de sang que vous allez faire. Et comme ça, on aura des lieux précis de votre état nutritionnel. Ah ouais, intéressant. Ah bah, avec plaisir, ouais. Le protocole d'Anthony nous permettra de surveiller notre métabolisme avant, pendant et après l'expérience. Grâce à nos calculs, on devrait donc éviter les carences alimentaires. Ce projet de vivre à 2 dans une biosphère au Mexique est la suite logique de ma première expérience de biosphère en Thaïlande. Il y a quelques années, j'ai vécu seul pendant 4 mois sur une plateforme de bambou équipée de low-tech. Wow. Lors de cette expérience, il y a eu pas mal d'imprévus. Ils prennent mon sang, les moustiques, les mouches, elles mangent ma sueur. Et moi, j'ai rien en retour, donc elles sont au-dessus, je pense, dans la chaîne alimentaire. Mais les moments simples devenaient extraordinaires. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Thaïlande, c'est là où j'ai installé ma première biosphère. Mais c'est aussi là où, pendant le tour du monde des innovations low-tech, avec Nomades des mers, notre voilier laboratoire, j'ai étudié l'élevage des insectes. Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes en mangent régulièrement. Wow. Et depuis, Coco adore les grillons. Il en a même embarqué sur le bateau. Waouh, ça grouille! Aujourd'hui, le Nomade des mers est à quai et il continue d'être notre lieu de vie et du coup, d'expérimentation. Bon, on est bon là? Bah attrape-le peut-être. Bah non, j'ose pas trop. Allez, vas-y. Mais j'aime pas ça. Ah non, il se casse. Ah, j'ai peur de lui faire mal. Allez, il est où le bocal? Il est où? Il y a un pot là. Depuis quand est-ce qu'on a des grillons qui s'échappent sur le bateau? Bon alors depuis que tu fais des tests de grillons dans la volière à mouches. Sauf que maintenant on se retrouve avec plein de grillons un peu partout dans le bateau et des fois ça chante, tu sais pas où ils sont, tu peux pas dormir, tu vois. Et des fois on se réveille la nuit parce qu'on a un grillon qui nous est monté dessus. On est d'accord? Il a un chant tellement vicieux qu'il a... Genre il fait pas... Ah, il fait... Ah, et du coup, t'as l'impression qu'ils sont plusieurs. Les décibels, ça peut monter très vite avec les grillons. Là, t'as été gêné par 3 grillons pendant la nuit. Sur Biosphère, il va y avoir des dizaines de milliers de grillons. Boule qui aise. Végétal. Allez, ciao. En plus d'être bons musiciens, les grillons sont une excellente alternative à la viande pour faire le plein de protéines tout en limitant l'impact sur l'environnement. Ils sont aussi source de vitamine B12 qu'on peut trouver dans le règne animal et qui est indispensable à l'être humain. Même si on les mange, on veut prendre soin de nos futurs colocataires. Alors, on s'est demandé comment arranger au mieux leur lieu de vie. On a prévu de les installer dans des boîtes à œufs posées à la verticale pour que leur habitat reste propre. Et on sait aussi qu'ils adorent les feuilles fraîches. Pour leur alimentation principale, on va leur donner des larves de mouches soldats noires.
Ce sont des insectes qui recyclent les déchets. Mais ça, on en reparlera dans l'étape numéro 2. Après les protéines apportées par la spiruline et les grillons, on a voulu réviser la culture de légumes-feuilles. Les légumes-feuilles, ce sont des plantes dont on consomme la feuille. Ça va des épinards à la menthe. Ils sont indispensables pour une alimentation équilibrée, riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Ça a été mon challenge sur la biosphère en Thaïlande. Je voulais absolument réussir à cultiver des plantes avec des engrais organiques. Ma première méthode n'avait pas marché. Et au milieu de l'expérience, j'ai mis au point un système d'hydroponie qui a tout changé. L'hydroponie est un système de culture hors sol. Pas besoin de terre, les nutriments nécessaires aux plantes sont mélangés directement dans l'eau où baignent les racines. Cette technique de culture est efficace là où il n'y a pas de bonne terre. Elle est ultra compacte et surtout, elle demande très peu d'eau. Il existe plusieurs façons d'apporter les nutriments dans l'eau des plantes. Nous, on voulait que ce soit 100% low-tech. On est donc allé voir une experte qui teste différentes méthodes. Alors ici, on est à l'Agrolet du Gers, dans le sud-ouest de la France. Et donc vous êtes dans une micro-ferme hydroponique qui s'appelle Les Sourciers, où on fait pousser des aromates, des fleurs comestibles et des micro-pousses. On vit au rythme des saisons, parce qu'ici on est dans une serre non chauffée, sans lumière artificielle. Et donc on doit vraiment s'adapter à la météo. Il y a des rotations au niveau des plantes et c'est jamais les mêmes plantes au fur et à mesure de l'année. On peut se nourrir que de légumes-feuilles sans se lasser, parce qu'il y a tellement de saveurs différentes. Il y a des plantes plus ou moins épaisses, plus ou moins croquantes, plus ou moins juteuses. Une fois qu'on a vraiment réussi à faire pousser une plante et qu'on l'a mangée, c'est tellement gratifiant, c'est tellement incroyable que ça donne envie de continuer à cultiver, même sur des tout petits espaces. Et puis c'est un monde, un règne qui est incroyable, fascinant, sans fin. Il y a plein de couleurs différentes, de goûts différents, de plantes différentes, alors qu'elles mangent toutes la même chose. Elles mangent les mêmes minéraux, mais pas dans la même quantité. Et en fait, ça va dépendre surtout de leur stade de développement. Est-ce qu'elles sont en train de faire des feuilles? Est-ce qu'elles sont en train de faire des fruits? Est-ce qu'elles sont en train de faire des fleurs? Donc ici, dans l'eau, on reproduit au maximum ce qui se passe dans la nature. Ce qui est vachement cool avec l'accès aux racines, c'est que du coup, on peut voir un peu l'état de santé de la plante. Ok. Juste en regardant les racines. Wow. Salut mon petit chat. Génial. Plus une racine elle est blanche, plus la plante est en bonne santé. Et donc elle absorbe les éléments qui sont mélangés avec l'eau. Exactement. On met les éléments dissous dans l'eau, les éléments nutritifs, donc les petits ions dont elles ont besoin de manger. Et donc c'est dissous dans l'eau et c'est comme ça qu'elles les mangent. Et après, généralement, on a des racines qui sont assez petites en hydroponie parce que comme on leur met tous les éléments à disposition, elles n'ont pas besoin de se fatiguer. Et donc ici, souvent, on dit que ça pousse un peu plus vite qu'en terre parce que justement, comme elles n'ont pas cette dépense d'énergie à faire pour aller chercher les éléments, toute cette énergie, elle va plutôt le mettre dans le feuillage. Et donc voilà. Vous emmène goûter des trucs? Ouais. À votre avis, ça a du goût l'hydroponie ou pas? Moi, je sais déjà que oui. C'est acide, ça lie un peu les doigts, ça devient violet. Comme la betterave. Wow. Sur un dessert au chocolat. La saveur. Ah, c'est fort comme goût. Ouais. Pas mal pour le petit déj. C'est pas mal. C'est bon. La salade de cressonnière. Ah ouais. C'est génial. Excellent. Dans sa ferme hydroponique, Marion introduit dans l'eau un mélange de nutriments prêts à être assimilés par les plantes. C'est très efficace, mais dans la biosphère, nous voulons produire nous-mêmes nos engrais pour valoriser nos déchets. Marion pratique aussi une version totalement low-tech de l'hydroponie, la bioponie. Grâce à la bioponie, c'est notre urine qui fournira les nutriments. Mais pour que ça marche, il faut que des bactéries transforment l'ammonium de notre urine en nitrate et autres nutriments assimilables par les plantes. Et pour ça, on avait besoin d'un biofiltre. Cool. Bon, ça grouille de vie là-dedans? Ouais, on le voit pas, mais c'est plein de vie. En fait, c'est le biofiltre. Donc pour simplifier, c'est la maison des bactéries. En gros, on leur installe tout ce qu'ils aiment pour que les bactéries elles arrivent. Et donc ce qu'elles aiment, les bactéries, c'est un endroit avec une structure poreuse, de l'eau et de l'oxygène. Donc on leur met tout à disposition ici, en low-tech, en fabrication maison. Pas besoin d'un truc très compliqué, très technologique. Ça, c'est des billes d'argile. C'est de l'argile à haute température, il fait pouf et il devient très poreux. Et ça, c'est de la pouzzolane, donc c'est la roche volcanique qui est naturellement poreuse. Et donc, comme c'est plein de micro-cavités, les bactéries, elles peuvent s'y installer et fonder un foyer. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce système hors sol, c'est que l'eau, elle tourne en circuit fermé et du coup, tu as besoin de beaucoup moins d'eau. En fait, j'avais lu que c'était quelque chose comme jusqu'à 10 fois moins d'eau que de la culture en terre. Ouais, c'est exactement ça. Il y a
très peu d'évaporation. Et puis en terre, il faut imaginer, tu prends ton arrosoir, tu verses. Peut-être que la plante, elle va en choper juste un petit peu, mais le reste, ça repart dans les nappes phréatiques. C'est pas perdu non plus, hein, ça fait partie d'un cycle qui est plus grand. Donc on utilise très peu d'eau. Ici, j'utilise beaucoup moins d'eau sur toute ma ferme qu'à la maison. Je pense que quand tu récoltes la feuille et que tu la manges directement, tu as vachement plus de vitamines et de minéraux que si tu l'achètes dans un marché où elle a fait des kilomètres et des kilomètres. Peut-être quelquefois elle a eu des pesticides, quelquefois elle a eu des carences. Alors que ouais, là, tu peux pas faire plus proche. Ouais. Ah, c'est fou. C'est un peu sucré. J'ai commencé à concevoir un menu biosphère et en fait j'ai un gros problème au niveau nutritif. Je ne sais pas trop quels légumes feuilles on peut faire pousser et qui ont vraiment un apport nutritif intéressant pour nous. Donc c'est cool, là on a vu plein de petites aromates qui vont vous apporter un peu de saveur mais qui ne vont pas forcément vous tenir au corps. Donc il faut vraiment réfléchir à des plantes qui vont en plus vous apporter un petit peu plus de matière. Donc là ça c'est un joli challenge avec votre climat, la temporalité et le fait qu'il faut pouvoir manger un maximum des parties de la plante. Il y a de quoi bien se chauffer les neurones. Trop bien. Grâce aux sourciers, on a appris comment cultiver avec 10 fois moins d'eau des plantes pleines de goût et de nutriments comme la Lipia dulcis, la ciboule de Chine, l'oxalis, la sauge ananas et plein d'autres variétés. Un véritable petit paradis comestible. Je pense que sur notre expérience sur Biosphère 2, ça va ressembler peut-être un peu plus à ça, parce qu'on va mixer plein de plantes différentes. Et on va avoir des lianes aussi pour faire de l'ombrage. Ah ouais. En décidant quels allaient être nos aliments et dans quelle quantité on en avait besoin, on a pu calculer les espaces nécessaires à l'élevage et à la culture. C'est comme ça qu'on a dimensionné tout l'écosystème de la biosphère. Le bassin de spiruline fera 8 mètres carrés et sera exposé au soleil. Au-dessus seront suspendus 10 mètres de rails de bioponie. Les plantes grimpantes nous permettront d'avoir un peu d'ombre. L'espace de vie des grillons fera 3 mètres carrés et sera placé au bout de la biosphère. C'est avec cette base qu'on a aussi pu calculer la quantité d'eau à produire, d'énergie à générer et de matériaux à utiliser. Mais on verra ça dans les étapes suivantes. Là, t'as vu Coco? Ça commence par R et ça se termine par E source. Une merde de chien. Donc ça peut être un déchet pour certains et une ressource pour d'autres. Et tu peux m'en dire plus sur ce machin-là Sur la biosphère, ce type de choses ne sera pas un déchet. Les mouches soldats noirs mangent nos toilettes sèches. Quand elles auront mangé, on les donne à manger à nos grillons. Et les grillons, nous, on les mange. Ça va faire un cycle pour nos déchets. Ça va fermer le cycle, en fait. Vertueux. En fait, je vois pas de meilleure manière de valoriser nos toilettes sèches. Il y a une petite odeur, là, hein? Oui, peut-être changer d'endroit. Ce que vous voyez là est un pilier de notre écosystème low-tech, des larves de mouches soldats noirs. On les appelle soldats noirs pour leur apparence une fois devenues mouches. Leurs larves sont connues pour transformer très rapidement tous les biodéchets, c'est-à-dire les déchets biodégradables, en un excellent compost. Mais pas seulement. Nous, on les a d'abord choisis parce que grâce à leur croissance exponentielle, elles deviennent en seulement quelques jours une source de nourriture très riche pour nos grillons. Et les grillons seront un des piliers de notre régime alimentaire. Même si on connaissait déjà bien ces mouches, on avait un petit souci. Dans notre nouvelle biosphère, on n'aura pas tant de biodéchets que ça, car on mangera tout ce qu'on produira, des grillons aux légumes feuilles. On voulait donc savoir si ces larves pouvaient se nourrir avec les seuls déchets que nous aurons, le contenu de nos toilettes sèches. On est allé poser cette question à Florian et Gauthier. Ils élèvent des larves de mouches soldats noirs destinées à l'alimentation animale comme alternative écologique pour remplacer les protéines du soja ou de la farine de poisson. Et c'est pour ça qu'ils collaborent régulièrement avec notre association, le Low-Tech Lab. Ça grouille. Waouh! Donc là, on est sur de la larve qui a environ 3 jours. Donc elles font environ 3 mm. Après, on est sur de la larve de 5 jours. Pour finir, sur des larves qui ont 12 jours, donc qui vont arriver à maturité pour une utilisation en alimentation animale.
Et à partir de ce moment-là, elles vont chercher un endroit sec pour se transformer en cocon, faire une pupe, et après éclore et être une mouche. Et la moitié de leur vie de larve, elles grandissent, et l'autre moitié, elles se préparent à leur vie de mouche, quoi. Ça, c'est les cartons dans lesquels on récolte les œufs. Donc ils sont placés dans la volière et les mouches viennent pondre dedans. Donc ils remplissent les alvéoles d'œufs. Il y en a des millions en fait. Il y a environ une ponde par alvéole et une ponde ça représente environ 600 œufs. Waouh! Voilà. Nous dans la biosphère, on va essentiellement leur donner du compost de toilettes sèches. Est-ce que vous pensez que c'est un bon aliment pour elles ou est-ce que vous avez eu des expérimentations avec ça ou comment on calcule ça? Ça va vite à tester. En utilisant des larves de 5 jours, on peut vite avoir le résultat sous 7 jours. Je vous conseillerais de faire une phase en 2 temps en ayant une alimentation qui soit standard sur les 5 premiers jours. Et après, une fois que les larves elles sont très bien conditionnées, qu'elles sont en bonne santé, passer sur une alimentation plus diversifiée, différentes choses, déchets de table ou toilettes sèches. Et de cette manière, elles seront plus à même de dégrader correctement là, en fait. Ouais, d'accord. Ok, donc pour qu'elles s'adaptent bien à leur nouveau régime, il faudra qu'on nourrisse nos larves avec les restes de nos repas pendant les premiers jours de leur croissance, avant de leur donner le contenu de nos toilettes sèches. On avait donc de nouvelles données à prendre en compte. On a ça crayon, ouais. Attends, on va y aller, celui-vous là-bas. Attends, on va remettre la table. Dans l'idée qu'on se fait d'un écosystème durable, nous voudrions que nos déchets deviennent des ressources nutritives pour d'autres espèces vivantes. On sait que nous produisons chacun environ 800 ml d'urine et 200 g de sel par jour. Lors de la première étape, on a vu que notre urine pouvait nourrir la culture de plantes et de spiruline. Si en plus nous arrivons à élever suffisamment de larves de mouches soldats noires pour dégrader nos toilettes sèches, tout en nourrissant nos grillons, alors nous aurons réussi notre pari. Nous aurons valorisé tous nos déchets. Ces insectes auront un rôle clé à jouer dans notre nouveau mode de vie. Et notre défi sera de maintenir une colonie en vie pour qu'elle puisse grandir et se reproduire. Après avoir parlé de leur régime alimentaire, il fallait aussi qu'on parle de leur habitat. On voulait créer, à l'intérieur de la biosphère, un espace à part qui rassemble à la fois les mouches, les grillons et les toilettes sèches, pour qu'on puisse vivre en symbiose avec d'autres espèces vivantes. La biosphère elle va ressembler à ça. On va installer du coup la volière dans tout cet espace-là, en même temps que nos toilettes sèches et notre ferme à grillons. On trouvait ça sympa d'avoir un espèce de contact, que ce soit pas juste l'élevage des grillons, l'élevage des mouches, et essayer de mixer un peu. Et du coup, on se retrouve avec un volume de volière qui est quand même vachement grand. Je mettrai un point de vigilance au fait que les mouches, elles sont quand même très actives et elles restent sur les vêtements. En fait, si par exemple tu vas rentrer dans la volière, elles vont venir sur toi et tu risques d'en sortir à chaque fois. Donc est-ce que tu devrais pas faire un petit cloison dans ces toilettes? C'est simple de cloisonner les différentes activités pour les optimiser chacune en fait. Là, on sait qu'on doit faire 2 volières, on sait qu'on doit sécuriser un maximum, donc c'est cool. Ça change un peu le design de l'organisation spatiale, tout ça, mais c'est cool, on peut avancer sur ça. Ouais, mais ça va pas être simple, hein. Non. Vous trouvez que c'est un gros challenge? Après, ouais, je trouve. Gros challenge pour petite production. Mais on est habitué avec le Low-Tech Lab au Challenge, donc on fait confiance. Petit récap du cycle complet de nos déchets. Comme on l'a déjà vu, notre urine nourrira les plantes et la spiruline, qui nous nourriront en retour. Nos toilettes sèches nourriront les larves de mouches, qui nourriront les grillons, qui nous nourriront en retour. Et une fois qu'on aura réussi à transformer nos toilettes sèches, il va nous rester le compost produit par les larves. Ce serait dommage de ne pas profiter de ce terreau bien fertile et sans pathogènes. Et si on tentait de l'utiliser comme substrat pour faire pousser des champignons dans la biosphère ? Lors de notre tour du monde des innovations low-tech avec notre voilier laboratoire Nomade des mers,
On a fait escale à San Francisco. C'est d'ailleurs là que j'ai rejoint le Low-Tech Lab. Caro s'y connaissait déjà pas mal en champignons. Moi, c'est en Thaïlande puis à San Francisco que j'ai appris les bases de leur culture. Le champignon, c'est la partie émergée de tout un système. Un réseau de filaments souterrains qui peut s'étendre sur des kilomètres. On appelle ce réseau le mycélium. Le mycélium est un organisme unique, très délicat, à manier avec précaution. Sur la biosphère, on aura très peu de matériel et encore moins de labos high-tech. Pour apprendre à cultiver et cloner des champignons dans des conditions rudimentaires, on est parti rendre visite à des myciculteurs bretons qui font tout de manière bio et low-tech. Jeff et Xav nous ont transmis leur savoir-faire. Salut. Bonjour. Et tout a commencé dans une cuisine. Exactement, du coup en fait là on est vraiment sur le mode le plus basique qu'on peut avoir pour justement faire du croisement et du clonage du coup de champignons. Pour pouvoir après faire de la reproduction, pour faire de la culture chez soi. C'est d'avoir vraiment des bougies en fait sur sa table pour assainir son lieu en fait de travail car la chaleur du coup va brûler une partie des bactéries qui pourraient descendre. Du coup vous pensez que c'est à peu près ça qu'il faut qu'on fasse nous sur la biosphère? Oui, ça. Une fois la table stérilisée, on peut commencer le clonage. Le processus est un peu complexe, alors on vous la fait courte. Étape numéro 1. On prélève une partie spécifique du champignon, là où sont concentrés les spores, c'est-à-dire les cellules capables de se reproduire. On le fait dans l'obscurité car elles n'aiment pas la lumière. On plonge alors ce morceau dans de l'eau sucrée pour qu'il développe du mycélium. Une fois qu'il est bien développé, on en prélève quelques millilitres. Ouais, si, je crois que... On voit un peu le mycélium. Étape numéro 2, on inocule ce mycélium sous forme liquide dans des grains de céréales riches en fibres et glucides pour qu'il puisse se fortifier. Étape numéro 3, une fois colonisé, on disperse les grains dans un substrat comme de la paille ou de la sueur. Le mycélium s'y propage et forme ce qu'on appelle un pain de culture. C'est là où pousseront les champignons. Voilà. Tu es prêt? Ouais. Maintenant. Et voilà. C'est bien fait, ça a été? Oui. Ouais. Et là, du coup, ton inoculation est faite. Là, on est sur la pleurote grise. Donc ça, c'est les pas en fait que vous aurez du coup en phase finale. Donc après la phase du coup qu'on a fait ce matin avec l'inoculation du coup dans les grains. Okay. L'inoculation des grains va permettre après de passer justement sur des blocs beaucoup plus gros. Si on refait ces systèmes dans la biosphère 2, combien de temps faut-il pour arriver au stade de fructification? Ça va nous prendre entre 18 jours et 21 jours. Okay. Le temps que le mycélium prenne tout le bloc. Okay. Donc là, les pains font 10 kg. Du coup, on va pouvoir récolter entre 3 et 4 kg. Génial. Du coup, tu vas prendre ta pleurote. Donc tu viens la prendre au pied et tu tires un coup sec. Là, du coup, le pied n'a pas cassé. On voit bien vraiment le rond et le substrat qui reste collé. Top. Donc après, dans les alvéoles ici, on a les spores. Les spores, c'est les organes de reproduction, du coup, c'est le spermatozoïde et les ovules du champignon. Ici, de nuit, quand la lumière est vraiment très très douce, tu peux voir les spores voler. Ah, j'adore ce coup, tu les vois vraiment se barrer avec le vent, c'est tellement beau. Alors Jeff et Xav, ils nous ont conseillé les pleurotes parce que quoi, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire pousser. On en trouve partout sur le blog. Nutritivement, c'est un des meilleurs. Puis après, il faudrait qu'on voit comment les cuisiner. À ce stade, on avait fait le tour de nos besoins en termes de culture, d'élevage et de transformation des déchets en ressources. Vivre dans la biosphère de manière low-tech doit être efficace techniquement, mais ça doit aussi devenir quelque chose de désirable. C'est là que Victoria est rentrée en jeu. Cette artiste lituanienne est venue nous apporter de quoi magnifier ce qu'on allait manger. Elle nous a fait cadeau d'un ensemble d'art de table low-tech pour nous rappeler qu'il faut changer notre rapport à la nourriture. Ah, c'est magnifique. Et le dixième. Ça va rendre notre nourriture super précieuse. Wow. As you can see, the shapes are very organic. They are very little, and it is meant to eat from your hands. Not very big quantities, as you see. Ça, c'est pour toi. So I can eat more. Yeah. Depuis quelques temps, avec Coco, on essaie de bosser sur l'esthétique, sur l'ergonomie et on a envie de travailler sur l'aspect futuriste. Et tout ça pour rendre les low-tech désirables. Donc c'est très important pour nous. Et là, je crois que t'as réussi le challenge. Là, on va manger dans un truc qui est super beau, par petites doses. Et donc, on va sentir que c'est important ce qu'on ingère. On va manger en pleine conscience et je pense que ça va vraiment changer notre rapport à l'alimentation, à comment on la consomme. Parce que ce qu'on mange nous constitue après.
C'est ça, nous sommes ce que l'on mange. Ou alors on a un pied dans le futur? C'est ça. Et ben, chin chin au futur. Avoir une belle vaisselle, c'est un premier pas. Mais pour rendre notre projet encore plus désirable, il fallait apprendre à cuisiner de bons plats avec les ingrédients que nous aurons à disposition. Pour moi, ce n'était pas forcément une évidence. Je peux me contenter du même repas de base tous les jours. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur ma première biosphère en Thaïlande. Ah ouais. Mais cette fois-ci, on sera deux et j'aimerais pouvoir prouver qu'il est agréable de vivre dans une biosphère low-tech, surtout quand on y mange bien. Et pour me convaincre, Caro a trouvé la personne idéale pour cette aventure culinaire. Eh ben, je m'appelle Nathan Sivitz et je suis un cuisinier engagé pour le bien manger et le bien-être. J'ai envie de leur en mettre plein la vue pour qu'ils se disent bah ouais c'est génial, on va pas mourir de faim ou en tout cas se cantonner à un seul plat. Et je pense que c'est ça qui peut vraiment attirer les gens à reproduire cette cuisine low-tech en fait. Avec Nathan, on avait commencé à préparer pas mal de choses. Et il est revenu pour nous démontrer que même avec si peu d'ingrédients, on peut faire plein de combinaisons différentes et varier les plaisirs. Alors Coco, content qu'on va manger aujourd'hui? Content qu'on va manger. Oula. Bon, on la refait. Oui. On a qu'à le faire en français. Allez. Coucou les loulous. T'es relou. Il arrive dans 5 minutes. Alors, y a Nathan qui revient pour la session numéro 2. Vous avez préparé des énormément de choses. Et là, cette fois, le challenge, c'est de préparer le menu biosphère final. On va savoir ce qu'on va manger pendant les 4 mois. Bon alors Nathan, merci d'être venu. Donc sur biosphère, on va pas avoir de frigo. Ok. Du coup, on va conserver les aliments. Donc déjà, on va les manger frais au plus possible. Et puis, on va les conserver avec une déshydratation solaire, comme ici les lamelles de citron. Okay. Et beaucoup de lactofermentation. On adore ça. Génial. La lactofermentation, c'est génial parce que dans votre concept qui est de réduire les énergies, etc., bah, finalement, ça n'utilise que les micro-organismes pour faire travailler l'aliment. Un aliment de base, un produit, un légume, un champignon, en l'occurrence ici, de l'eau, du sel. Et, bah ça, et un bocal aussi parce qu'il faut que ce soit privé d'air. Et c'est par ce biais-là que les bactéries, les levures, elles vont se mettre en marche. Et ça a un intérêt gustatif parce que ça développe des saveurs assez dingues. Ça développe aussi les qualités nutritives, donc un aspect santé génial. Et puis ça va permettre de conserver les aliments. Et c'est à la base pour ça que c'est fait la lactofermentation, qui est un moyen de conservation qui a des centaines et des centaines d'années. C'est vraiment sur tous les aspects de la santé au top. Ok, génial. C'est parfait. Petit rappel des ingrédients que nous aurons à disposition dans la biosphère. En interne, nous produirons des légumes-feuilles, de la spiruline, des champignons et des grillons. En faisant appel à des agriculteurs bio du Mexique, nous pourrons aussi avoir de l'huile, du maïs, du riz, des haricots, des lentilles et des pois chiches. En espérant que ça inspire Nathan. Donc on se fait un petit point sur tout ce qu'on va pouvoir cuisiner. Ouais. Bah vous m'avez posé quand même un sacré challenge, mais c'est génial. Pas de sucre et puis faire avec finalement très peu d'aliments. Mais finalement, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup d'applications, on peut jouer sur les textures, les saveurs. Il y a de quoi faire. Ouais. Okay, génial. Chouette. Bah, si on peut parler déjà des légumineuses, faire un houmous à la spiruline, cuisiner avec le pesto, le mettre dans les salades, tortillas de maïs, les farcir avec les grillons, les vinaigres de champignons, cocktail sans alcool, du sel de céleri, l'origan séché, des dalles, bouillie de riz, pâte à tortilla, des falafels, pelsalam maza, nixtamalisation, polenta, dosa, zidli, bah, faire un pili-pili avec du piment. Vous allez en fait finalement à la fin du projet monter un restaurant là-bas. Ça, c'est du pesto de spiruline. Waouh! Superbe, ça fait des jolies couleurs. Ouais. C'est parti pour la cuisson. Depuis combien d'heures vous cuisinez? On a 3 ingrédients, je vous rappelle. Normalement, c'est pas possible de cuisiner autant. Qu'est-ce qui, pour le moment, t'as le plus enthousiasmé? La mayo. La mayo. On a les sauces, quoi. Et franchement, pour biosphère 2, c'est quand même quelque chose. Les grillons,
Mais les grillons... Attends, dévoile pas tout. Ok, c'est comme la garde-robe, tu vois, avec 10 fringues, tu peux faire 30 combinaisons. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un garde-manger. Moi, j'ai qu'un t-shirt. Je peux faire qu'une combinaison. Toi qui avais peur à la base... De manger tout le temps la même chose, ça, faut le dire. Ça, il faut qu'on se le dise, parce que tu m'as fait bien peur dans la biosphère 1. Chaque déchet devient une ressource pour d'autres plats. Par exemple, on a le jus de pois chiche qu'on ne jette pas parce qu'on le réutilise en tant qu'aquafaba qui va remplacer les œufs. Enfin, c'est quand même incroyable. Que du bon, quoi. Que du bon. Ce que j'aimerais voir dans la cuisine du futur, c'est plus de résilience, plus de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire encore plus axé sur le local et puis reprendre ces savoir-faire qu'on est en train de perdre, je trouve, les remettre au goût du jour, cette cuisine un peu des fois sauvage, mais qui finalement nous fait du bien au corps, du bien à l'esprit, et puis une cuisine voilà, qui respecte la planète et l'humain. Une fois dans la biosphère, nous n'aurons pas de gaz, mais l'énergie solaire pour répliquer toutes ces recettes. Grâce à notre chef cuisinier low-tech, nous allons avoir un menu aussi nutritif que délicieux. Je crois qu'il a réussi à me convaincre. C'est artistique. Hein. C'est magnifique. Ah, c'est trop bon. Alors? Ah ouais. Ah ouais, c'est trop bon. Ah mais tout est délicieux. Hein. Bon, on t'a donné des contraintes qui sont quand même pas faciles, mais qui correspondent vraiment à l'univers qu'on développe en fait. Il y a du vivant, tu vois, avec la fermentation, et ce qui correspond vachement bien à notre principe de biosphère, de vivre dans un écosystème. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un plat à l'image en fait de ce qu'on veut vraiment développer, quoi, et du monde qu'on imagine pour 2090. On n'a pas fait le dessert encore. Ah, le dessert. On y va maintenant ou on est encore dans le salé? Ah, moi je mangerais bien vite fait quelques grillons. Et voilà, toute mon eau grise, mon eau de vaisselle, que la plupart des gens et que nous aussi, on jette. Donc c'est de l'eau riche en nutriments. Je sais pas si vous connaissez le principe de la phytoépuration, c'est l'épuration de l'eau, des eaux usées d'une maison, par les plantes. Et en fait, on utilise ce principe de phytoépuration pour faire notre vaisselle. Donc là, par exemple, je suis en train de laver la tasse et l'eau part dans le bac. Et là, il y a une pompe qui renvoie l'eau à travers les racines des plantes qui vont manger les nutriments issus des déchets qui sont dans notre vaisselle. Comme l'eau devient une denrée rare et précieuse, nous imaginons un futur où les humains vivront dans des écosystèmes ultra efficaces pour ne perdre aucune goutte d'eau. On a choisi le désert du Mexique pour se projeter dans ces conditions. Et pour notre biosphère, on a eu l'idée de créer un circuit fermé, une sorte de rivière du désert. Le concept est le suivant. Une pompe à eau sera installée sous la douche dans la réserve d'eau. Cette pompe aura deux sorties. La première vers un brumisateur qu'on utilisera pour se doucher. La seconde vers la source de la rivière qui traversera les cultures. Notre rivière passera par une première gouttière où pousseront nos boutures, puis par une deuxième où elle sera enrichie en nutriments grâce à notre urine. Ensuite, elle s'écoulera dans les rails de bioponie pour alimenter nos légumes-feuilles. Grâce au principe de phytoépuration, les racines des plantes purifieront l'eau sur son passage avant qu'elle ne revienne vers son point d'origine, la réserve placée sous la douche. La douche sera donc le point de départ et le point d'arrivée de ce circuit. Le circuit fermé a l'avantage d'économiser l'eau, de la distribuer plus facilement et de la renforcer en nutriments. Par contre, on ne doit surtout pas polluer une partie du circuit avec nos produits d'hygiène, sinon c'est l'ensemble du système qui sera pollué. Alors on est en Bretagne en ce moment, sous la flotte. Ça va, Caro? Pardon, mais c'est quand même choquant, bon bref. On arrive chez Bulle de Braise. Caroline. On va la refaire. On arrive chez Caroline qui est savonnière et en fait elle va nous apprendre à faire du savon et d'autres produits d'entretien ménager et tout ça pour voir comment est-ce que déjà ça peut être écolo de les fabriquer, bon pour nos corps et surtout bon pour l'écosystème de la biosphère parce que l'eau qu'on va utiliser pour se doucher ou pour laver notre vaisselle par exemple, elle va se retrouver dans les racines des plantes et puis tourner en circuit fermé, donc il faut absolument qu'on fasse attention à tous ces ingrédients. On fait du vélo? Allez.
Pour faire un savon, il faut des huiles végétales ou animales. Ici, on travaille avec des huiles végétales. Et de la soude. On fait le mélange des deux. Et le mélange des deux, ça fait un savon. C'est une réaction chimique, sans chauffer, qui se fait toute seule, en fait. Ok. Waouh. Ça sent super bon. Allons au bloc. Là, tu la vois, là. Ouais, là, je vois. Là, tu la vois bien. Grâce à Caroline, on a pu faire un stock de savons pour les 4 mois de l'expérience. Des savons à base de produits naturels comme l'huile d'olive, l'huile de coco et le beurre de karité qui pourront se recycler dans notre circuit d'eau. En plus de nous avoir appris à fabriquer un savon bio, Caroline nous a aussi donné plein de conseils et astuces pour choisir les bons produits d'hygiène afin de ne pas polluer la rivière de la biosphère. Alors, le dentifrice, c'est pareil, il faudra se déshabituer du tube plastique qui mousse, qui fait le fraîcheur de menthe. Dentifrice très simple à faire. Même le chewing-gum ? Oui, tout. C'est pas pour ça que tu sentiras mauvais du bec. Dentifrice, on met du carbonate de calcium. Si vous avez de l'amidon de maïs pour que ce soit un peu moins pâteux dans la bouche. Et une pincée de bicarbonate de soude. Et ben top, maintenant qu'on a des super produits organiques et qui sont sains pour la planète et les humains. Il ne reste plus qu'à voir si c'est sain pour notre écosystème. Bah là, c'est que des huiles végétales. On a utilisé que du bio. Vous allez vous laver avec des choses qui sont biodégradables et qui peuvent rentrer dans votre écosystème. Bon alors du coup, on va faire un test pour voir si les produits qu'on va utiliser pour se laver les mains, les dents, les cheveux, la vaisselle vont pourrir notre eau ou pas. Et tuer les plantes. Alors, premier test, on va mettre du dentifrice. Et une plante. Et une plante. Il faut vraiment qu'on ait les mêmes tests. Ouais, exactement les mêmes. Très bien. On n'est pas des scientifiques pour rien. Ici, on aura donc de l'eau avec du dentifrice, de l'eau avec du savon corporel, ici de l'eau de vaisselle. Et quatrième, on avait dit quoi? Shampoing? Shampoing à base de spiruline? Ça, y a pas un autre truc? Ah non, je sais. L'autre, c'est de l'eau normale. Ah bah oui, le témoin. Le témoin, toujours un témoin. C'est dégueulasse. C'était vraiment répugnant. Ok, bon bah c'est parti. On regarde lesquels meurent et lesquels vivent. J'aimerais pas être celui dans ton dentifrice. Je crois que c'est justement eux qui vont être en meilleure santé. On a laissé passer quelques jours pour être sûr des résultats. Le protocole n'est pas des plus scientifiques, mais on connaît un petit peu le langage des plantes. Waouh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce soit le dentifrice, le liquide vaisselle ou le savon, ça pourrit pas les plantes. Elles peuvent vivre dedans. Et voire même que c'est bon pour elles. On a vu comment on pouvait économiser l'eau grâce à un système en circuit fermé qui fera le tour de la biosphère. Et on s'est assuré d'utiliser des produits bio pour ne pas polluer les différents écosystèmes traversés par notre rivière du désert. Avec le changement climatique, les zones arides vont s'étendre progressivement. On a donc choisi d'installer la biosphère dans le désert pour expérimenter nos low-tech dans ces conditions. Mais comme un accès à l'eau est absolument essentiel, on a décidé de s'installer le plus près possible de la mer. Notre seul moyen d'introduire de l'eau dans notre circuit fermé sera donc de dessaler l'eau de mer. Pendant les 4 mois sur ma première biosphère en Thaïlande, j'ai utilisé un système de désalinisation qui n'était pas optimal. L'expérience a failli échouer. Il n'y a plus beaucoup d'eau. Si j'ai plus d'eau, en 48 heures, je pense que c'est la catastrophe. On est donc reparti de zéro pour trouver un système plus efficace pour dessaler l'eau de mer, sans consommer d'énergie, le tout avec des matériaux accessibles. Emma travaille au Low-Tech Lab. Pendant des semaines, elle nous a aidé à fabriquer et optimiser un prototype de désalinisateur. Et on a fait beaucoup de tests. Et comme on n'a pas de jardin, le plus pratique, c'était de s'installer sur le toit. C'était en plein été à Concarneau, soit à peu près la météo du Mexique quand on commencera notre expérience début janvier.
40 litres d'eau par jour. C'est ce qu'il faudra pour nous faire vivre, nous et tout notre écosystème. Bon Coco, parle-nous un peu de notre futur dessal. Le désalinisateur, c'est un système qui permet de séparer l'eau du sel. L'eau de mer arrive par gravité dans un tuyau comme ça, qui est branché à toute une série de gouttes à gouttes. Et les gouttes à gouttes envoient l'eau de mer de manière homogène sur un tissu de couleur noire qui est positionné juste sous une vitre. La lumière du soleil passe à travers la vitre, chauffe le tissu noir, la température monte très haut à l'intérieur. L'eau s'évapore, se condense contre la vitre jusqu'à tomber dans cette rigole, dans cette gouttière. Et au bout de la gouttière, on récolte de l'eau pure. D'après nos calculs, les plantes consommeront 24 litres d'eau par jour. La spiruline 8 litres. Nous les humains 4 litres. Et les champignons, les grillons et les mouches en consommeront 4. Obtenir 40 litres d'eau douce par jour est un enjeu crucial, indispensable pour faire tourner la biosphère. Malgré tous nos efforts, nous n'étions pas encore satisfaits des résultats de nos dessals. Vu le défi, on a fait appel à Augustin. Il est ingénieur et a travaillé des mois sur des systèmes de désalinisation low-tech dans un laboratoire. Nous, c'était vraiment une grosse question de la biosphère, comment produire notre eau, sachant qu'on a besoin de 40 litres d'eau par jour et qu'en plein désert, on peut compter sur 0 litre, vraiment. Notre seule solution, c'était de faire un désalinisateur solaire avec des matériaux assez simples à trouver partout. Et j'ai cru comprendre que vous aviez eu pas mal de difficultés avec la répartition de l'eau sur le tissu, c'est ça? Ouais. Et il faut faire gaffe aux textiles qu'on utilise pour qu'il y ait une bonne répartition de l'eau sur toute la surface. Et donc, on a fait plusieurs tests avec des matières différentes. Et là, on a un textile en fibre de lin. On voulait que en fait, l'eau s'étende sur toute la longueur. On a mis de biais le textile de sorte que les gouttes suivent en fait les fils du textile. J'ai eu beaucoup de problèmes, moi, d'étanchéité du bois et du sel qui venait se mettre dans les différentes fixations que j'avais mis. Et donc après, j'avais des fuites qui se créaient un peu partout. On voulait créer un modèle de dessal efficace, mais qui restait low-tech, c'est-à-dire fait à partir de matériaux accessibles. Pour ne pas partir trop chargé, on fabriquera nos dessals sur place au Mexique. Il faudra donc nous adapter aux matériaux qu'on trouvera dans la ville la plus proche de notre désert. Notre défi était donc de créer un prototype qui arrive à un rendement bien plus élevé que nos dernières tentatives, histoire d'embarquer avec nous un savoir-faire à toute épreuve. Avec notre expérience et celle d'Augustin, on a mutualisé nos forces pour concevoir le dessal low-tech parfait. Donc l'idée, c'est de limiter un maximum les pertes de chaleur autres qu'à travers la surface où tu condenses. Au Mexique, quand vous aurez les 10-12 mètres carrés de désalinisateurs à faire, je pense que c'est bien que vous en fassiez plusieurs. Oui. Si vous avez un problème avec l'un d'entre eux, vous en avez toujours 2 ou 3 qui tournent et qui vous fournissent un minimum d'eau potable, quoi. Oui, gars, le tissu est prêt. Tadam, la nouvelle collection. Notre dessal le plus performant, il avait donné combien jusqu'à maintenant? Il avait donné 2 litres par jour, mais c'était un seul. Par mètre carré? C'était pas 1,7? Ok, oui, non, ok. Je vais pas mentir. Bien tenté, Emma. On serait à 583 millilitres par heure et par mètre carré. Ouais. Et toi, tu avais atteint? Avec le deuxième proto, j'avais atteint du 800. Attends, on parle d'un truc comparable. Commence pas. Le premier, je me souviens plus. 0,5. Ouais, j'étais à ça à peu près aussi. Mais non. J'étais même un peu moins. Moi, j'étais à 0,49 même. Si, vous êtes un peu mieux là. Bon, après, on est très fort. Donc, si en 1 heure, on produit un demi-litre, déjà, ça veut dire qu'on arrive au top de ce qu'on a déjà fait. Si on dépasse, là on peut... dessus, quoi. Ce serait top. Bon, hâte d'essayer le bébé. C'est parti. On revient dans 1 heure. Donc,
Et on regarde s'il y a 1 demi-litre. Ok, c'est parti. Ouais. On savait comment on allait produire notre eau et on avait validé notre système de circuit fermé. Du coup, il fallait qu'on choisisse le bon matériau pour faire circuler l'eau dans les rivières. Dans notre écosystème, on ne veut pas utiliser de plastique. C'est une contrainte qu'on s'était fixée et il est difficile de trouver de bonnes alternatives. Heureusement, on avait une solution. Moussa. Il est ingénieur spécialisé dans les matériaux composites biosourcés et il est venu nous parler du PLA qui est un bioplastique. Alors le PLA, c'est un matériau qui présente de très bonnes propriétés, qui a été développé en alternative à des plastiques pétrochimiques comme le polypropylène. Il est issu de la fermentation de l'amidon. L'amidon, lui, est issu du maïs ou de la betterave, où on trouve aussi dans la canne à sucre. Ça permet de faire pas mal d'objets dans divers secteurs d'application. Moussa, bienvenue dans le futur. Ça va décoller. On cherche dans les matériaux biosourcés quelque chose qui peut contenir de l'eau. On se heurte à des petites difficultés parce que le plastique, c'est quand même bien pratique. Tu m'as parlé du PLA. C'est ce qu'il y a de mieux, plus respectueux de l'environnement pour pouvoir contenir de l'eau et être étanche. Donc là, par exemple, on imaginait le mettre comme ça. Hop, mettre nos billes d'argile dedans et avoir de l'eau. Nous, ça va durer plus de 3 mois. Hein. Ça va être pendant 5 mois environ. 1 mois de préparation et 4 mois d'expérience. Est-ce qu'il va se biodégrader tout seul? Ça va dépendre de l'activité microbienne, de l'humidité et de la chaleur. Il va se dégrader, mais dans le temps, plus longtemps que 3 mois. En fait, 3 mois, c'est vraiment dans les conditions de compostage industriel. Il y a des matériaux qui sont appelés matériaux durables, il y a des matériaux qui sont appelés matériaux biosourcés, biodégradables. On peut fabriquer une voiture avec des matériaux biodégradables, mais personne ne veut avoir une voiture qui va se dégrader au bout d'un certain temps. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on met certains plastiques qui sont durables, qui peuvent être biosourcés, mais qui sont durables, c'est-à-dire qu'ils ne se dégradent pas. Le plastique, son problème, c'est pas sa biodégradabilité, mais plutôt sa façon d'être utilisé en fait. Je pense que le plastique, il va quand même faire partie un peu de notre vie pendant longtemps, mais avec un usage plus optimisé et des ressources plus autres que celles du pétrole en fait. Pour nous prouver que le PLA est bien étanche et qu'il peut donc remplacer le plastique, Moussa nous a montré comment fabriquer le support de nos rivières. On a utilisé une bouteille en verre pour nous servir de moule et obtenir une forme cylindrique. Au Mexique, on n'aura pas de décapeur thermique, mais une lentille de Fresnel qui concentrera la chaleur du soleil. C'est plus low-tech. Waouh! Dingue! Voilà, maintenant si je lâche ça, ça va refroidir. Bon, là. C'est vraiment parfait. Waouh, c'est étanche, dis donc. Mais ça. Ah ben voilà. Bravo. Super, il n'y a pas une seule goutte qui tombe. Ça fait tout pile 1 heure. Je retire la sortie d'eau. Ah, pas mal quand même. Ça, tu l'as retiré au bout d'1 heure, ça? Ouais. On mesure? Alors, 1 millilitre, c'est là. Ah bah attends, il y a plus. Ah, peut-être. Attends. Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Ouais, il y a plus. Ah ouais, ouais. Oh, 400, 500. Allez 625. Et attends, faut voir si elle est bien potable. Ouais. Du coup, objectif atteint, mais plus qu'atteint. Bah ouais, on voulait 500. Attends, il faut goûter d'abord. Vous êtes sûr? C'est la meilleure eau du port que j'ai jamais vue. Allez, chacun sa gorgée. Pas salée. C'est pas bon, mais elle est pas salée. Elle est pas du tout salée, c'est fou. C'est bien, hein? Mais c'est génial. Le désalinisateur, c'est une super low-tech qui nous permet d'obtenir une eau pure à 100%. Mais pour que cette eau devienne bonne pour notre santé, il fallait la reminéraliser. Et pour ça, on avait une autre low-tech, l'EcoFiltro. Un filtre fabriqué à base de céramique et de sueur de bois. Il a 2 avantages. Il ajoute des minéraux et pour les eaux impures, il peut même retirer les pathogènes.
Je suis en train de faire un test de minéralisation de l'eau que les gars viennent de désaliniser. Donc ici, on a le filtre céramique, donc ça s'appelle Ecofiltro. C'est un filtre qui a été fait à partir d'argile et des sciures de bois. La sciure de bois a été carbonisée et c'est ce qui fait office de filtre comme le filtre à charbon. Il n'y a rien du tout et c'est là que je verse l'eau désalinisée de cet après-midi. Et donc du coup, on va attendre une demi-heure pour que ça puisse se filtrer et puis on va pouvoir récolter l'eau par le petit robinet. Voilà, voilà. Moi, je trouve qu'on sent pas que c'est l'eau du port de Concarneau. Le test B. Je suis en train de lui tendre le truc en espérant qu'il le prenne. Je me dis qu'il voit rien. Alors, donc, Ah, on est sur un truc plus engagé. Ça, tu me le tends là? Ah, mais t'as foutu de l'eau de mer, mais beaucoup trop, quoi. Mélange, là. C'est 3 là, c'est 3. C'est dégueulasse. D'accord? Je tends quelque chose là. Ah ouais, à moi? Oui. Ok. Oh. Ouais, moi j'avais besoin de revoter, mais là le temps à Emma là. Ah, ok. Bonne ambiance. Bah Emma, tu me diras ce que t'en as pensé. Oh. 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 Alors, le premier test. Donc le A. Le A. Souvenez-vous, c'est l'Ecofiltro. Donc ça veut dire que c'est l'eau désalinisée qui a été filtrée par l'Ecofiltro, donc le filtre en céramique. Donc c'est une excellente nouvelle parce que c'était exactement le système qu'on anticipait à avoir. Donc incroyable quoi, je suis ravie. Alors le test d'électroconductivité. On teste l'électroconductivité parce que, attention, ça peut remettre en question ça parce que s'il n'y a pas de minéraux dedans, c'est pas bon pour notre santé. Ouais. 0,44 millisiemens par centimètre. Donc ça passe le test. Putain, ça passe le test. Et attends, regarde dans l'H2O normal. Donc ça veut dire que en plus d'avoir le meilleur goût, elle est potentiellement bonne pour le corps. Ça, c'est une lentille de Fresnel. Et en fait, c'est comme une loupe, ça concentre les rayons du soleil. 1 mètre carré de rayons du soleil, c'est 1000 watts. Donc si on les concentre, ça fait une chaleur super forte. Ah, c'est déjà en train de fumer. Bonjour. C'est la sécurité? Bon, pendant que Coco gère la sécurité, moi je vous présente un autre système solaire. Sur Biosphère, on va avoir beaucoup de soleil dans le désert et du coup on va utiliser cette énergie gratuite pour par exemple cuisiner. Ici on a un four solaire, donc les rayons du soleil sont captés. Ici on a les réflecteurs pour orienter les rayons du soleil vers le tube. C'est un tube en double paroi vert avec un vide entre les deux. Ici on a une espèce de rack dans lequel on va intégrer les aliments. C'est assez chaud. Tant que ça refroidisse, parce que c'est un peu chaud là. Ok Caro, profite de ta tisane, moi je tente une nouvelle expérience qui vous rappellera l'épisode 3. Je vais faire un test de lentille de Fresnel pour voir si je peux déformer un bout de bioplastique en chauffant ce bout de métal là avec la lentille de Fresnel assez fort pour que, au contact du bioplastique, le bioplastique chauffe et que je puisse l'étirer. Voilà, ça marche super bien. Juste avec la lentille de Fresnel, on va pouvoir thermoformer notre bioplastique. Impressionnant Coco, mais le four solaire aussi est polyvalent. Et ben nickel, on arrive à 70 degrés, 70 degrés pour les intimes. C'est efficace parce que j'ai juste inséré les haricots il y a 10 minutes. Ce qui est génial avec le four solaire, c'est qu'avec un seul objet, on peut combiner plusieurs méthodes de cuisson. On peut remplacer la poêle, on peut remplacer le four électrique, la cuisson vapeur, le four solaire low-tech. Il va nous faire changer une petite habitude, c'est-à-dire qu'on va découper plutôt les légumes le matin, les enfourner pour que le midi, on a un repas chaud et prêt à disposition. Dans la biosphère, pas mal de nos low-tech auront besoin d'énergie solaire. Mais d'autres objets auront besoin d'électricité. Alors, nous allons récupérer l'énergie du soleil via un petit panneau solaire pour la convertir en courant électrique. On compte donc sur le soleil qu'on aura dans le désert mexicain pour faire fonctionner notre circuit d'eau fermé grâce à une pompe. Nous aurons aussi un bulleur qui est une pompe à air qui servira à remuer la spiruline. Et l'excédent en électricité sera stocké dans une batterie, ce qui permettra d'alimenter nos téléphones et nos lumières LED.
Quand il fera nuit ou si le soleil est trop couvert, on a réfléchi à une alternative pour pouvoir alimenter notre écosystème. On va utiliser un pédalier générateur d'électricité comme celui que nous avons sur Nomades des Mers, mais avec quelques améliorations. Alors ça, c'est un pédalier générateur. C'est un pédalier vélo qu'on a connecté avec un alternateur. Sauf que cet alternateur ici, il n'est pas très puissant. Ce qu'il nous faudrait, ce serait, je sais pas, je dirais une petite somme de 100 watts là pour Biosphère 2. Donc je dirais qu'il faudrait un alternateur 4 fois plus puissant. Il faudrait aussi un générateur qui permet de faire plusieurs sports différents. Par exemple, qu'on puisse pédaler avec les jambes, pédaler avec les bras et aussi par exemple faire un rameur. Et c'est ce qu'on va faire chez Véloma. Avec le Low-Tech Lab, on a pour but de repérer et diffuser des savoir-faire low-tech, comme ceux de Véloma, une association qui collabore régulièrement avec nous. Véloma accompagne les projets de transition dans les domaines de l'énergie, de l'agroforesterie et de la mobilité. Pour fabriquer notre pédalier, on est venu voir Adrien, créateur de machines vélocipédiques sur mesure. Adrien n'aime pas être filmé, c'est pour ça que vous ne voyez qu'un bout de sa moustache. Après lui avoir parlé de nos besoins, il nous a préparé un prototype pour qu'on puisse valider notre idée. Ici, on a un proto du pédalier. Donc le système, c'est hyper simple. On a le premier pédalier ici qui est dur à actionner, mais une fois que ça roule, on va démultiplier l'énergie ici. Et puis, ça va être connecté à un alternateur qui va produire l'électricité dont on a besoin. Avec le pignon principal, on pourra atteindre une vitesse de 60 tours par minute. Grâce au deuxième pignon, elle sera multipliée par 4, soit 240 tours par minute. Et on dépassera la vitesse de rotation d'un pédalier classique en ajoutant une courroie qui fera tourner une poulie à plus de 1000 tours par minute, qui sera, elle, reliée à un alternateur qui fera du 4000 tours par minute. C'est comme ça qu'on devrait obtenir nos 100 watts et répondre à tous nos besoins en électricité. On est bon pour le prototype. On va donc pouvoir construire notre pédalier final avec Adrien. Ok, le pédalier fonctionne et il pèse moins de 8 kg. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier s'il peut produire le nombre de watts nécessaires. Allez, on se retrousse les manches. Allez. KO. Bravo. 100 watts. À nous de faire une bonne assise et un truc de fitness ergonomique. Excellent. C'est pas le futur, ça, Coco? Si, carrément. Moi, je pense en 2090, c'est comme ça qu'on produit notre électricité. Avec nos muscles. Et ben, challenge réussi. On est hyper contents. Le truc est beau. Il est efficace parce qu'il produit 100 watts. C'est un portable, il pèse pas lourd. Il est robuste. Ouais. Et c'est fait avec des matériaux qu'on peut trouver partout. C'est ça. De retour au Low-Tech Lab et avec l'aide des copains, on a amélioré notre pédalier générateur d'électricité. On a pu tester différentes positions pour pouvoir faire du fitness utile, c'est-à-dire valoriser l'énergie de nos activités physiques en énergie électrique. Après 2 ou 3 ajustements, on a pu vérifier si le pédalier pouvait recharger efficacement la batterie. Et nous avons eu un coup de cœur pour la position rameur. Ah ouais, là t'en vois plus que ce que tu faisais avant. Ouais.
On est heureux d'avoir pu fabriquer un nouveau pédalier générateur d'électricité efficace et polyvalent. Une véritable centrale musculaire. Le fonctionnement de la biosphère dépend aussi de ce mécanisme. Il faut donc qu'on soit en pleine forme pour pouvoir l'utiliser. Des médecins et psychologues sensibles à notre démarche aimeraient suivre notre aventure expérimentale. Et ils veulent nous faire passer des tests. Bon, on se reposera plus tard. On est à Caen, on arrive au CHU parce qu'on va voir Benoît qui va nous faire un protocole scientifique pour voir si on est en bonne santé avant et après l'expérience. Là, tu te sens en bonne santé? Pas trop, non, je crois que je suis anémique. Anémique. Moi, c'est l'inverse, j'ai une santé de fer. Je m'appelle Benoît Mauvieux, je suis enseignant-chercheur à l'université à Caen. Je suis rattaché à la faculté des sciences du sport en STAPS. J'enseigne aux étudiants de la faculté des sciences du sport. Et puis un domaine de recherche où je travaille plutôt avec et sur l'humain dans les environnements extrêmes. Corentin, on s'est rencontrés pour sa première mission, Biosphère 1, quand il est parti en Thaïlande. Ça s'était fait un petit peu trop rapidement en tous les cas, puis nous à l'époque on était très investis sur d'autres projets, donc on n'avait pas beaucoup collaboré. Quand Corentin est revenu vers moi pour la prochaine mission, là on s'y investit beaucoup plus avec plus de matériel et plus de suivi. Je trouve que c'est super intéressant parce que là, on peut, grâce à ces outils-là, vraiment mieux connaître le corps. Et là, on regarde des trucs sur la respiration, le battement du cœur, le fonctionnement, en fait, c'est comme une machine. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais ça me stresse à la fois un peu parce que pour faire ça, c'est comme s'il poussait une machine au bout de ses capacités. Et je sais pas comment je me comporte au bout de mes capacités. Donc le protocole, on va débuter à 50 watts qui vont être opposés à toi quand tu vas pédaler. Donc tu vas pédaler contre 50 watts. Et ensuite, ça va augmenter de 30 watts toutes les 2 minutes. Okay. Le but, c'est de faire monter ton cœur assez rapidement. En général, c'est une dizaine de minutes que ça dure. Et de le faire monter au max, la fréquence maximale théorique qui est calculée, le fameux 220 bandages par-dessus. La Caroline, par exemple, pour produire ses 50 watts, elle va brûler de l'énergie. Ouais. Sur ces 100% d'énergie qu'elle va brûler, 20% vont partir pour produire l'activité mécanique et 80% vont s'échapper sous forme de chaleur. Ah ouais? Donc t'imagines, si toi derrière, après, tu remets une poulie avec une roue et un alternateur, pour produire tes 100 watts électriques, tu auras produit par exemple 120 watts mécaniques. Et pour produire 120 watts mécaniques, tu auras fait échapper 80% de cette énergie-là sous forme de chaleur. Ah oui. Les animaux en fait, sont capables souvent de produire des efforts bien plus importants que nous, mais sur des durées très courtes. Okay. Parce qu'ils ne sont pas capables d'évacuer cette chaleur-là. Nos ancêtres l'ont vite compris en développant des techniques qu'on appelait de chasse à l'épuisement. Okay. Donc ils couraient, voilà. Et l'animal, en fait, par surchauffe, il était obligé de s'arrêter, quoi. L'âge métabolique, c'est par exemple, t'as 40 ans, mais en fait, t'as un corps de 20 ans, tu vois. Et bah, Coco, c'est ça. C'est juste impressionnant. Pourquoi tu nous as poussés au bout de notre vie? Pour 2 raisons. La première raison, c'est pour savoir si vous êtes médicalement en bonne santé. Parce qu'on peut présumer que quand vous allez vous installer, il y aura quand même un petit peu d'investissement physique pour la biosphère, quoi. Ouais. Et la deuxième raison sur cette photographie d'aujourd'hui, eh bien, c'est aussi d'avoir pas mal de paramètres qu'on a enregistrés, que l'on va pouvoir comparer quand vous allez revenir, et pour voir en quoi et comment votre corps, votre physiologie a pu s'améliorer en développant de la masse musculaire ou en perdant de la masse musculaire. Du coup, là, on fait un test avant, un test après à notre tour. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire pendant l'expérience? Alors, pendant l'expérience, moi, je vous propose d'utiliser 2 petits outils. Un actimètre, donc avec ça, je vais pouvoir comptabiliser votre activité.
un gilet physiologique dans lequel on a des capteurs physio, donc des petites électrodes qui vont se poser sur ce gilet à l'intérieur. Une fois que le gilet est mis, on va connecter un petit boîtier qu'on va plugger ici, qui va enregistrer votre fréquence cardiaque. Ça va me permettre, avec votre fréquence cardiaque par rapport aux données qu'on a enregistrées ce matin au Centre régional de médecine du sport, on avait votre fréquence cardiaque, votre fréquence max. Donc en fonction de la fréquence à laquelle vous serez, je vais connaître votre intensité d'exercice. Et par des modèles, on va pouvoir calculer votre dépense énergétique. Mais ça, on ne le portera pas en continu, on le portera à peu près tous les 5 jours. On va voir si on est dans la survie ou dans la vie. Voilà. Et moi, mon rôle, hein, enfin, ce que je vous propose en tous les cas pour vous accompagner sur ce projet-là, c'est de montrer en fait en quoi et comment votre projet il est pérenne et il est viable dans le temps. Là, vous êtes sur une fenêtre de 4 mois, mais est-ce que c'est quelque chose où on se met en mode à la bombard et puis on est en mode survie, vous allez rentrer fatigué, épuisé, amaigri, ou alors c'est un truc qui a duré 4 mois mais ça aurait pu durer 5 ans et sur le plan physio, tout se serait bien passé, quoi. Ça répond à toute une problématique qu'on se pose de la capacité d'adaptation. Pour moi, c'est aussi un support très pertinent qui permet aussi de créer et de susciter de l'intérêt parce qu'il y a aussi quelques étudiants qui vont suivre le projet pour leur mémoire, pour leur stage de recherche, mais aussi partir sur des métiers de l'ergonomie pour proposer des solutions techniques, pour améliorer le quotidien de l'humain, mais des technologies simples. Après les tests physiques, Benoît nous a présenté Quentin, un psychologue qui lui aussi souhaiterait récupérer quelques données lors de notre expérience dans le désert. Je travaille sur les comportements instinctifs de survie. L'idée, c'est qu'on a des parties du cerveau qui vont traiter de l'information sensorielle hyper vite, mais aussi créer des émotions et capter l'attention. Voilà. Et inversement, comment est-ce que les émotions vont transformer notre façon de voir le monde et d'y réagir. Je ne vais pas développer de nouveaux tests avec vous. Je vais prendre des choses qui fonctionnent très bien et que surtout vous pourrez réaliser avec quasiment rien. Et c'est ça qui compte. Ouais. J'imagine que ça va être sous forme d'un carnet questionnaire, un questionnaire qu'on va ouvrir tous les jours. C'est ça. Quentin nous a fourni différents types de questionnaires à remplir lors de notre expérience. Vivre 4 mois en plein désert et en symbiose avec le vivant, c'est vrai que c'est assez fascinant d'un point de vue psychologique. En gros, là, il y a tout un champ de recherche qu'on n'a pas étudié, c'est les synergies les synergies interespèces. Tu crois que ça peut jouer sur l'anxiété ? Clairement, je pense que rien que quand tu travailles dans ton potager, dans ton jardin, ça te calme directement. Et peut-être qu'on verra une courbe d'anxiété très haute au début parce qu'on aura plein de trucs à gérer, on sera un peu sous l'eau, à se dire ok. Et au fur et à mesure, on va bien connaître notre écosystème, on va vraiment faire partie de l'écosystème et ça deviendra naturel, comme des extensions de nous-mêmes. Ouais. Et du coup, on sera peut-être super à l'aise à la fin. Je pense qu'on a une bonne formation avec Nomade des Mers et puis toi avec Biosphère 1, donc on va se mettre vite dedans, ouais. En naviguant sur Internet, on est tombé sur cette vidéo. Un cycliste olympique essaie de toaster une tartine à la force de ses jambes avec son vélo relié à un grille-pain. La montagne de muscles finit épuisée alors que la tartine est à peine grillée. Cette expérience qui nous rappelle notre dépendance à l'énergie nous a inspirés. Quel serait l'effort nécessaire pour utiliser notre pédalier pour alimenter une bouilloire ? Nous aussi, on connaît un athlète de haut niveau qui pourrait relever le défi. Roland Jourdain, alias Bilou, un navigateur qui a gagné 2 fois la Route du Rhum. C'est le créateur de la fondation Explore qui héberge notamment notre association, le Low-Tech Lab. Avec sa compagne Sophie, ils nous ont invités sur le bateau pour réaliser notre expérience un peu farfelue. Et si on les challengeait ? Ça va ? T'es chaud ? Alors, on cherchait un athlète de haut niveau pour tester en conditions extrêmes notre pédalier générateur d'électricité. Son challenge, ça va être de chauffer une demi-tasse d'eau et on a une résistance chauffante qu'on plonge dedans et qu'on relie au pédalier. Et comme ça, il va générer l'électricité qui va chauffer la résistance chauffante, qui va chauffer l'eau. Donc on a un thermomètre pour contrôler la température. C'est parti, 3, 2, 1, go! Roger Callaghan. On commence à 25 degrés et on est à 30 watts. 30 watts et il faudrait que je fasse quoi pour... Ce serait bien du 300 watts. Du 300 watts. Ok, on arrive à 40 40 degrés. degrés. Ouais. Il va falloir qu'on s'y mette à 4 pour boire un petit café, quoi. Allez Sophie! Allez. Allez. Oh, je sais plus. Non, on a 50 degrés. Ouais, bravo! Allez, mon coco.
J'ai vu autant d'eau chaude. Avec plaisir. Elle est hyper chaude. Ah ouais, la bouilloire, on la respecte pas assez. Hein. Jean Covici avait donc raison. Bon, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu quand même 15 bonnes minutes pour atteindre les 50 degrés. Donc je pense qu'on va faire un trait sur la tisane du matin. Et qu'on va attendre comme tout le monde et comme tous les animaux, le soleil arriver pour chauffer notre eau. Puis les animaux boivent pas de l'eau chaude a priori. Comme tous les animaux. Comme tous les mammifères humains. Voilà, voilà. Ok. On vient de traverser la France et on vient là parce que c'est là qu'il y a les spécialistes de la tente. Et notre structure biosphère, elle ressemble un peu à une tente. C'est un cocon textile suspendu. Une tente quoi. On va utiliser les mots exacts s'il vous plaît. Bref, on a traversé la tente, la France. Bref, on a traversé la France pour venir coudre une tente. Bizarre dit comme ça. Hein. Avec des experts. Et donc, notre biosphère va voir le jour cette semaine. Pour nous, cette tente, c'est un gros challenge parce que bon, faut que non seulement elle fasse 60 mètres carrés pour contenir toutes nos low-tech, avec une partie à l'ombre, une partie ensoleillée, il faut que ce soit respirant, etc. Il faut qu'elle soit légère pour le transport, du coup. Qu'on l'amène dans le désert et qu'on la monte juste à deux en quelques jours en plein cagnard, avec des crotales autour, qu'elle soit écolo, que ce soit que des matériaux biosourcés, et qu'elle tienne à 30 ou 40 km/h de vent. Et à des UV aussi. Et à des UV qu'on n'a pas l'habitude de voir en Bretagne. Pour répondre à tous ces paramètres, on a été aidé par des professionnels sensibles à notre projet, des experts de la tente tout-terrain. On a échangé avec eux pendant des semaines sur la forme de la toile et le choix des matériaux. On est ensuite parti chez eux, à côté du Mont Blanc, pour passer à la pratique. Ils nous ont mis à disposition leurs ateliers de prototypage et de couture. Et en plus de leur aide précieuse, on est venu avec nos stagiaires du Low-Tech Lab, Alice et Emma, pour nous aider à coudre cette toile de tente du sol au plafond. Et tout ça en moins d'une semaine. Moi c'est Johan, je suis prototypiste chez Decathlon au process tente et sac de couchage. C'est dans ces ateliers-là qu'ont été conçus à la très mythique tente 2 secondes. En gros, notre rôle à nous, prototypistes, ça va être à partir du cahier des charges des ingénieurs et puis du brief design des designers, ça va être de réaliser une première version de la tente en réel. Les low-tech qui composent l'écosystème de la biosphère ont des besoins différents. La spiruline et les plantes cultivées en bioponie ont besoin de soleil. Par contre, les champignons, les larves de mouches soldats noirs et nous, on a besoin d'ombre. Du coup, notre tente devait être faite en 2 parties. Une partie qui laisse passer le soleil tout en protégeant les cultures de l'extérieur, un peu comme une moustiquaire. Et une seconde partie qui devait être opaque et respirante à la fois pour que le reste de la biosphère soit protégé du soleil mexicain. Et on a fait un choix osé, mais essentiel pour notre démarche. N'utiliser que des matériaux biosourcés. Le sol de notre tente est en toile de jute. La partie suspendue laissant passer le soleil est en coton. Celle qui fait de l'ombre est un mélange de coton et de lin. On a même fait des tests comparatifs des différents fils à coudre possibles et on a choisi le fil de coton car on s'est aperçu que la couture était aussi résistante qu'avec du fil en polyester. C'est bon, c'est vendu. Nous, actuellement, on n'a jamais trop testé sur du très très long terme, enfin sur plusieurs mois, des tissus 100% naturels. Donc là, c'est une super belle occasion d'avoir des résultats là-dessus sur la résistance aux UV, etc. Parce que vous êtes dans un milieu qui va être avec des conditions quand même un petit peu hostiles. Donc c'est vraiment l'occasion de tester, de voir si un habitat en 100% naturel, c'est quelque chose de viable. Vu comme ça... Ça fait très fin. C'est pas rassurant. Ça fait fin, mais après, c'est pareil, le coton, comme tu disais, c'est plus résistant aux UV que du polyester, par exemple. C'est possible que ça tienne les 4 mois. Ok. J'ai travaillé, à partir de ta 3D, Caro, les extrémités. Là, c'est relativement simple pour la partie tout en longueur parce que ça va être de l'assemblage sur 10 mètres de long, donc il n'y a pas de découpe à faire, etc. Pour les côtés, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on a vraiment une forme arrondie. Donc là, j'ai retravaillé ça en indiquant toutes les lignes de couture là, que j'ai marquées en rouge. Ok, il faut un peu plus.
sur les tentes familiales qui se rapprochent peut-être un petit peu plus des dimensions de la tente qui est ici. Le prototypage pour une version, quand on est tout seul dessus, ça peut nous prendre jusqu'à 3 semaines par exemple. Donc là, on a une tente de 60 mètres carrés qui n'est pas classique, en matériaux que tu n'avais pas utilisés, et fait en une semaine. C'est ça. Caro? Je suis sous pression là. Genre, c'est plus un processus là, c'est le finish, tu vois. Tu le sens bien? Ouais, très bien. Pas du tout. Premier point de couture de la biosphère. Tu choisis de me filmer le 3e matin. Tu veux voir mes cernes, c'est ça? Je voulais célébrer les 20 mètres de couture. Ouais, franchement. Ça fait 20 mètres de couture. Attention, plus que 3 cm. Découpe. Donc ça, c'est plus ou moins bon. Mais là, par contre, ça n'a pas fait le pli comme on a voulu. Donc le crottal, par exemple, il pourrait rentrer par là, quoi. On va faire... C'est ça notre 0? Ouais. On arrive à la fin du workshop, plus que 24 heures. C'est le moment où je pense qu'on va faire des conneries. Statistiquement, c'est à ce moment-là que ça se passe. Attends, parce que je crois que je me suis trompée de côté. Putain, j'ai envie de tout recommencer. Là, erreur, la sangle qui devait être cousue côté intérieur a été cousue côté extérieur. Donc on l'enlève et on recommence. Et elle s'en est rendu compte au bout de 4 mètres, donc ça va parce qu'au final, de la sangle... Comme il exagère, ouf. 2,50 m. Et ce qui est rien du tout parce que dès comme ça, on va en coudre 60 mètres, c'est ça? Promis, on part demain. C'est peut-être une expérience, l'aventure la plus extrême et avant l'expérience elle-même. Ben, on est en train de... Attends. On est en train d'ajuster la forme de la structure parce qu'on va bientôt pouvoir y suspendre la tente. Grâce à une structure en bois, notre tente sera posée à même le sol, sans fondation, ce qui permettra de nous adapter à tout type de terrain et de limiter l'impact sur l'environnement. La plupart des éléments de la biosphère seront suspendus. On pourra ainsi faire évoluer le mobilier selon nos besoins sur place en ajustant simplement la longueur des accroches. Moi, je trouve ça génial. C'est parfait là. Non, je m'appuierai pas sur le truc, mais en fait, on a juste mis des petites pinces légères, juste pour avoir une idée de où mettre les points de tir. Il est toujours optimiste. Je suis souvent en train de dire que j'ai peur et tout ça, je suis un peu négative, mais non, mais ça va le faire, ça va le faire. Enfin, oui, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est instagrammable. Je trouve ça cool. Il y a juste cet endroit-là qui est un peu trop relevé, mais à part ça, c'est pas gênant. Ouais, ça va mieux. On a une espèce de tente géante 100% biodégradable ou biosourcé en tout cas. Biosourcé, ouais, bah ouais. Là, on a du fil coton, on a un matériau coton-lin, une toile aérée en coton et un sol en jute, donc on est sur du 100% naturel. On peut pas faire plus naturel. C'est vrai que de bosser sur des projets comme ça, bah, ça fait sens en fait d'essayer justement des matières complètement naturelles. C'est des informations qui vont être très importantes pour nous, pour derrière pouvoir utiliser ce nouveau savoir dans la conception des tentes, de tentes moins impactantes chez Decathlon. Tous les trucs vont foirer, la spiruline, les plantes et tout, on sera content de se retrouver là. À penser à rien. Là. Notre cocon textile était presque prêt. 100% biosourcé, il devrait limiter au maximum notre impact environnemental. Mais est-ce que ce sera aux dépens de notre confort? Ça, on ne le saura qu'après les 4 mois d'expérience dans le désert. La toile était cousue, on pouvait enfin monter entièrement le prototype de notre biosphère.
Comme on l'a vu dans l'épisode 1 avec la spiruline et les légumes-feuilles, ce sont nos besoins nutritifs qui ont dimensionné l'espace nécessaire pour notre biosphère. Au tout début de notre projet, on avait dessiné une structure géodésique. Cette forme sphérique nous plaisait par sa simplicité de construction et sa résistance aux intempéries. Mais avec toutes nos cultures qui doivent s'étaler en longueur pour bénéficier des rayons du soleil, comme le bassin de 8 mètres carrés pour la spiruline ou les 10 mètres de rivière pour les légumes-feuilles, on a dû s'adapter. On a donc créé une structure allongée. Au final, c'est le premier dessin du dôme géodésique, étiré en longueur, qui a donné la forme actuelle de la biosphère. Après une semaine intensive chez les pros de la tente, on est revenu à Concarneau pour monter le prototype complet de la biosphère. Ce qui est bien au Low-Tech Lab, c'est qu'il y a toujours des stagiaires et des bénévoles motivés pour nous donner un coup de main. Alors cette semaine, on va construire toute la structure en bois ici et on va installer notre tunnel, notre cocon, donc la partie principale du cocon. On a passé une semaine à le coudre et en fait on l'a jamais mis en 3 dimensions. C'est ça. Dans notre démarche, on a réfléchi à toutes les low-tech, on a créé un écosystème avec et ensuite on s'est demandé quelle enveloppe allait pouvoir englober tout ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce design-là. Et donc le monter en vrai ici, ça va permettre de vérifier ou pas, que c'était une bonne idée. C'est ça. En parallèle du montage, on va prendre des notes pour faire des plans qui nous serviront au Mexique quand on sera juste tous les deux. Et aussi parce qu'on va les partager en open source pour que d'autres puissent faire la même chose. Je sais pas si ça va tenter quelqu'un, mais pour que ce soit réplicable. C'est parti? C'est parti! Sur chaque plan qu'on a, sur tous nos cahiers et sur l'ordinateur, il y a des codes différentes pour toutes. Et si on veut se retrouver avec une structure droite, il faut qu'on se mette d'accord sur des codes officiels. Je viens de délire les codes officiels. Ça, c'est exactement ce qu'on aura dans le désert au Mexique. Anthrax du coup, parce qu'à chaque fois on commence déjà à changer les plans officiels. Ça fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Nickel. Ça va être vissé là, et donc ça vient en buter contre là et là. Ça aide en fait les vis là à tenir bon. Donc on peut monter à plat dans le désert chaque section, et ensuite on les lève, on met ça, et hop, ça bloque en position. Ça c'est la théorie. Donc normalement ce sera pareil, mais il fera juste plus chaud. Et on sera deux. Sur du sable avec des, 2 au lieu de 6. Avec des crotales. 5 faces x 2, 10. Les 2 premiers segments sont assez durs à agencer. Ah oui, après ça va être à 2, mais facile. une fois que tu en as 2, c'est facile d'en rajouter. Alors notre stratégie pour monter la structure à 2 dans le désert... C'est dans l'épisode numéro 5. Ou plutôt 6 dans les bonus, parce qu'on n'en a pas là pour le moment, ça va être un peu la surprise. Mais j'aimerais bien faire une technique japonaise, tu vois, où tous les segments ils sont fixés avec des cordes et on a juste à tirer la corde et il y a tout qui se lève d'un coup. Les Japonais font ça? Oui. Mais sinon, on demandera au caméraman de nous aider, je crois. Je sais pas pourquoi ce serait plus japonais que belge. Toi, je sais pas comment on va faire. Va falloir demander à des Caro, rancheros. détends-toi. Franchement, je vois pas comment on peut faire. Tu vas voir, j'ai une idée très précise. Sur la première. Je sais, on se fait la courte échelle. Ou moi, je te me porte sur mes épaules. Alors, je pensais pas à ça. Et du coup, j'essaye de trouver une idée pour la rassurer. Vous êtes prêts pour une démonstration? Caro? T'es prête? Vas-y. Alors, toi, tu la tiens bien droite. Bah, après, faut encore... Faut les visser, quoi. Ou peut-être qu'il nous faudrait des sardines. À ce moment-là, on met un truc dans le sol. Comme ça, ça, on le tient. Ah ouais, pas mal. Eh ben, c'est top, on valide. C'est cool. C'est bon? Ouais. Oula! Ouf! Le démontage, on aura 4 mois pour y réfléchir. Ils sont pas en face, c'est quand même un peu encore.
va mieux que bien, ouais. Parce que ça se monte assez vite. Je pense que dans le désert, à 2, on peut monter la structure en une journée. Une journée pour la structure, je pense une journée pour la tente, c'est-à-dire qu'en 2 jours, on monte tout. C'est pas une tente 2 secondes, c'est une tente 2 jours. Allez, go! C'est parti, on a 10 minutes pour terminer le cocon. Ok, this is the last shot. C'est la dernière lisse. Le prototype de la biosphère est monté. On espère pouvoir le refaire à 2 au Mexique. Comme on se projette dans un futur low-tech, en 2090, on rêve d'un futur où le plastique à usage court terme aura complètement disparu de la planète. Du coup, notre défi pour la biosphère est de remplacer au maximum les matériaux pétrosourcés par des matériaux biosourcés et biodégradables. Pendant l'expérience, nous aurons sûrement un tas de choses à fabriquer et à réparer. Donc, pour éviter le plastique, on voulait apprendre à travailler des matériaux organiques. Clément, artisan autodidacte, est venu nous apprendre à travailler les peaux de fruits comme du cuir. Il nous a montré les différentes formes et matières que l'on pouvait obtenir. Au départ, c'était uniquement pour pouvoir réparer nos sandales. Mais on a vite compris que ce savoir-faire pouvait être utile pour plein d'autres choses. Allez. Tu viens enlever la tête, le cul, tu essaies de prendre le cylindre au milieu et tu enlèves toutes les chairs, tu désinfectes bien tes peaux et tu les mets à sécher sous une presse et ensuite tu ressors avec du coup quelque chose de très fin, sans aucune eau. On utiliserait la peau de fruits pour tout ce qui est lanière. Ouais, et on utilisera du coup les peaux d'ananas comme ça, doublées avec du liège, tu vois. Waouh, magnifique. Et là, tu as quand même quelque chose qui est vraiment souple et qui a une bonne résistance. C'est trop beau, Clément. Merci. On devrait s'inspirer de tes coutures pour nous, nos finitions de tente. Ouais, c'est vrai. vrai. Ça bien solide. Mais je vais m'améliorer. C'était le premier test. Moi, je trouve ça pas mal. Clément nous a aussi partagé sa technique pour faire de la colle 100% biosourcée. Ses ingrédients ? Une portion de riz trop cuit, sur le Nomade des Mers, ça se fait avec un four solaire, une bonne dose de miel et de la caséine de lait. Pour extraire la caséine, on fait cuire du lait, mélangé avec du vinaigre blanc et on filtre le tout. Mais après une longue journée à travailler le cuir de fruits sous le cagnard de Bretagne, notre concentration n'était plus vraiment là. Yes! Oh là 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 là! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, quel tuto tu nous présentes? Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la colle, ma chère Caro. Mais pas n'importe quelle colle, de la colle biosourcée. Du coup, pour faire ça, il te faudra très peu de matériel, juste de quoi cuisiner. D'accord. Et un blender. Et un blender où on a carrément là un moulin meule granitique. Voilà, le truc que personne n'a, mais ça marche avec un blender. Waouh! Ça marche trop bien! Je vais aller un petit peu, hop. Vitesse maximale! Allez, à fond la caisse, Clément, là! Hop, hop, hop! Wow, ça va être une galère à nettoyer. Putain, qui s'y colle? De l'eau chaude, ça marche? Qui s'y colle? Enfin, je sais pas. Alors ça, c'est la colle maison de Clément. Merci pour ta recette, Clément. Avec grand plaisir. On va la balancer sur Internet. Il faut. Vas-y, tu vas à la grosse louche, là, comme ça. Pour une lanière comme ça, on a utilisé de l'ananas, du coton, du liège, de la cire, du riz, du miel, ouais. du lait, du vinaigre. Donc si on a un petit creux, au pire. Ouais, exactement. Objectif biosourcé réussi. Attends. Petit récap dans notre quête de matériaux biosourcés. On a cousu et monté notre habitat 100% naturel et on a appris à travailler des matières organiques. Pour que notre démarche soit complète, il fallait qu'on s'attaque à la garde-robe low-tech du futur. Les fringues de 2090 doivent être écologiques et il faut pour les conserver qu'on puisse les fabriquer et les réparer nous-mêmes. Et évidemment, il faut qu'elles nous plaisent. On a donc pris contact avec Claire, une créatrice de mode éthique et durable. Claire est passionnée d'upcycling, qu'on peut traduire par surcycler ou recyclage valorisant. Le but, recycler des matériaux dont on ne se sert plus en objets d'une qualité supérieure. Donc bonjour, je m'appelle Claire Dartigue, je suis designer de mode
et j'ai un studio de design spécialisé dans la transformation et l'upcycling. Avec le prêt-à-porter de masse, on a un peu oublié ce qu'était vraiment la fonctionnalité d'un vêtement, pourquoi on utilisait certaines matières et également quel esthétisme on avait besoin dans quel domaine d'activité par exemple. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller à la rencontre de talents, de passionnés, de sportifs, d'explorateurs qui ont des besoins spécifiques et c'est de trouver ensemble des solutions pour redonner de la valeur aux vêtements. Avec Claire, on a conçu une garde-robe low-tech à la fois fonctionnelle pour le désert, désirable et qui devrait durer dans le temps. Elle est composée d'un haut et d'un bas ample pour l'aération et faciliter les mouvements. Nous avons aussi une ceinture résistante pour porter nos outils et un chapeau du désert anti-UV protégeant aussi bien le visage que la nuque. Et évidemment, on a choisi des matières biosourcées. Là, on est sur une matière qui est légère. On avait choisi du coup fibre naturelle de lin. Donc ça sera la matière utilisée pour les vêtements. Et sur cette matière-là... Ça, c'est la même que la tente. Voilà, c'est un métis coton-lin. Je comptais l'utiliser sur des produits plus techniques. Et donc je vous ai fait un petit planning. Et donc vous verrez, il y a toutes les étapes. Le niveau 1, c'est le t-shirt? Le niveau 1, c'est le t-shirt. Niveau 2, c'est pantalon. Niveau 3, c'est porte-outils. Et niveau 4... Chapeau du désert. Chapeau flanc. Voilà. Donc d'ici la fin de la semaine, défilé de mode. Défilé de mode... Dans la biosphère. Dans la biosphère. C'est parti ou pas? C'est parti. Bah ouais. Allez. Alors pas ton doigt devant le ciseau, ouais. Ah mais c'est bizarre la finition que j'ai faite par rapport à la tienne. Ah bon? Ouais, regarde. Il y a des coutures qui se sont bien passées. Bah on va refaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non. Alors, c'est le futur, ça te fait quel effet? Canon! C'est assez futuriste et assez élégant. Ouais, c'est vrai? Ouais. Yes! Ouais. Par contre, il faut aller travailler là, Coco. Bah oui, j'ai pas fini. Ouais. Je me suis trompé de sens. J'ai cousu la poche en bas du short et à l'envers. Ça marche ou pas? Non. Voilà, en fait c'est compliqué, une machine à coudre, je vous ai menti. Comme disait Claire hier, tu peux pâtir des heures et des heures, tu peux pleurer devant ta machine. Donc là j'ai fait juste une moitié de plastron puisque j'ai pas coupé en dos. Donc ça veut dire que ça, je refais ça, je fais des lignes de couture là. Est-ce qu'il faut que ce soit flagada là, un peu de vent, un peu de machin là. Je sens que Coco il va nous inventer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux vêtements. Et on peut pas faire rectangle et nous on sera capable de le transformer en arrondi après, c'est juste une couture simple. Mais pourquoi tu veux transformer tout après? Il faut un niveau de chapeaucier quoi. Tu te pas le temps, t'as trop de parce que là j'ai l'impression qu'on est dans le speed de prendre des décisions. Il y a des hauts et il y a des bas. On peut pas aller se coucher, réfléchir, est-ce que je veux arrondi, est-ce que je veux rectangle et tout. Ouf, il est 16h. Faut réfléchir. On peut pas respirer là-dedans? On est 4e jour. Claire, elle s'en va demain 15h. Je crois que je vais l'enlever. C'est bon, vous avez bien vu? Et on n'a pas fini, on n'a pas encore commencé le chapeau. Oh, on a juste fini les patrons. Ouais. Tu finis ton pantalon, Dieu merci. Quoi, t'as pas encore fini ton Bermuda? Parce que là, franchement, j'ai l'impression. Tu vois, le niveau. Je me suis fait un peu engueuler sur le pantalon parce que ça fait 3 jours que je suis dessus. Caro, elle a fini il y a 3 jours et je comprends pas pourquoi je suis si lent. C'est marrant, mais quand on a été coudre la tente, elle fait quand même 60 mètres carrés, on a mis une semaine à le faire. Là, je m'étais dit une semaine sur 3 fringues, ça va aller vite. Et en fait, non, on va être à la bourre. On est à la bourre, c'est pour ça que je me suis fait engueuler. C'est chic, hein. On dirait que tu vas à un mariage dans le désert, quoi. Je crois que j'ai fait sensation. Donc là, c'est la dernière pièce de la collection, là. Les dernières minutes avant le grand défilé. Voilà. C'est nickel. Attends, je te coupe les derniers fils. Après 4 mois de vie dans le désert, on fera ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. On fera un bilan de l'état de tous les matériaux de la biosphère. On pourra ainsi mesurer leur durabilité et leur impact sur l'environnement, de leur production jusqu'à leur fin de vie. On a fait le pari d'utiliser des matériaux biosourcés et durables. On espère que nos choix seront les bons. Oh, waouh! Et voilà le futur. Ah, je
je suis trop contente. Mais vraiment, je suis émue, quoi. Je suis trop hâte de vous voir dans Biosphère 2, là, vivre votre meilleure vie le tech. Bon, ouais, génial, bravo, bravo. Merci bravo. Claire. À tous, parce que vous avez vraiment bien cousu aussi. Hein. Ouais, à peine 3 jours pour un short. Ouais, Coco, t'as mis pas mal de temps pour faire le short, mais en vrai, c'est une réussite. C'est une vraie réussite. Bon, bah voilà, je peux aller me coucher. À l'heure où il est urgent de réinventer la manière d'habiter notre planète, nous sommes convaincus que les low-tech sont un moyen de changer notre rapport au monde. Après 6 mois de préparation, nous sommes prêts à tester notre biosphère dans le désert. Nous allons savoir si, même dans ces conditions extrêmes, grâce à tous nos savoir-faire, nous pouvons vivre bien, voire mieux. On sait que tout ne fonctionnera pas comme prévu. C'est le principe même d'une expérimentation. Notre mission, c'est d'explorer jour après jour de nouveaux modes de vie. Nous voulons construire un futur qui nous fait rêver. Un futur où l'humain retrouve sa place non pas au-dessus, mais dans un écosystème. Où il vit en symbiose avec les êtres vivants dont il dépend. Où il collabore avec les éléments, le vent, le soleil et la pluie. Un futur où l'humain et la nature ne font plus qu'un.